Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. Petit débrief politique hebdomadaire en Zoom, parce que pour tout vous dire, on avait enregistré jeudi après-midi pour des problèmes d'emploi du temps, et on s'est dit que ce qu'on avait dit jeudi après-midi n'était plus valable samedi lorsque on aurait posté la vidéo. C'était valable, mais c'était plus tout à fait les bonnes questions. Ouais, Exactement. c'était empreint du passé, quoi. C'était trop lourdement ancré dans le débat d'alors qui portait sur qui a fait quoi, en fait. Exactement. Alors que on est maintenant passé, il me semble, dans une séquence beaucoup plus politique et qui interroge les stratégies, nos stratégies à gauche. Euh, En gros, je trouve que la newsletter d'hier, enfin de vendredi, de Regard, résume un peu la situation. On voit, en fait, on a vu toute cette semaine, depuis la mort de Quentin Derenc à Lyon, on a vu se mettre en place une stratégie de la part de la droite et de l'extrême droite et du gouvernement de feu systématique et violent sur la France insoumise qu'ils essayaient de relier au crime, à la mort de Quentin Derenc. Euh, Comme ça a été très bien rappelé par diverses personnes qui ont pris la parole cette semaine, cette stratégie, elle n'est pas nouvelle. Cette stratégie, elle ne commence pas avec le meurtre de Quentin. Elle a plusieurs mois, voire plusieurs années, et c'est par opportunisme qu'ils utilisent la mort de Quentin pour mettre en place, enfin accélérer en vérité leur agenda vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, leur stratégie d'ostratisation de ce mouvement, de ce parti. Allant jusqu'à faire des propositions complètement folles. Vous avez cette semaine Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, qui dit faudrait plus faudrait plus qu'il y ait de députés LFI à l'Assemblée nationale. Elle dit bon bah moi je peux pas les virer, je peux pas m'occuper en fait de démettre un député de son mandat. Ça c'est le rôle du Conseil constitutionnel, mais elle sous-entend très fortement que si elle pouvait, bah elle le ferait quoi. Ce qui est complètement fou en termes de séparation des pouvoirs, en termes de ben, qui détient la souveraineté populaire. Enfin, je veux dire, ça va pas du tout. Maude Bréjon dit à peu près la même chose. Elle dit quand vous mettez un bulletin Bulletin. LFI dans l'urne, vous avez une responsabilité, quoi. Enfin, je veux dire, sous-entendu, si vous avez voté LFI, vous avez une responsabilité dans la mort de Quentin Derenc. Enfin, ce qui sont des liens qui sont complètement fait, surtout de la part d'une porte-parole du gouvernement. Donc on est dans cette séquence-là, avec des interrogations aussi à l'intérieur de la gauche, parce que ça vient de la droite, mais il y a des interrogations à l'intérieur de la gauche sur ben, le fait que la France insoumise est intégrée dans son sein et continue en fait de revendiquer l'intégration de la jeune garde au sein de son mouvement politique. Euh, je crois que personne à gauche ne remet en question la nécessité de l'antifascisme, que ça soit organisé en collectif ou qu'il soit au cœur des programmes, des projets politiques des uns et des autres. Néanmoins, l'intégration en fait de collectifs antifascistes avec bah, les méthodes qui sont les méthodes de la jeune garde, hein, on les a interrogées plusieurs fois dans Regard. Ce sont des méthodes d'autodéfense pacifique, mais physique et violente, de réoccupation de la rue enfin, ils se battent en fait contre C'est pas très pacifique ce qu'on a vu l'autre jour quand même, non? oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais ça, c'est effectivement, et la justice tranchera et on verra bien les liens. Mais le mode opératoire du collectif La Jeune Garde, théoriquement, théoriquement, encore une fois, hein, enfin, je veux dire, leur proposition, je renvoie au Midinal, aux interviews que j'avais faites avec Raphaël Arnaud, alors qu'il était porte-parole de La Jeune Garde. Ils ont des méthodes qui sont des méthodes de défense, d'autodéfense et
moi, il y a l'autodéfense et puis il y a aussi, on va déloger les fachos de la rue, tu vois. Donc il y a aussi parfois des choses qui sont un peu plus en attaque, en fait. Mais encore une fois, Percutant? percutant, voilà, si tu veux, si tu veux. Non, mais tout ça mérite des interrogations. Mais là où en fait on a, à mon avis, un problème, c'est l'intégration. On peut se poser des questions de ces collectifs antifascistes, de leurs méthodes. Ça vaut d'ailleurs pour les collectifs écologiques, hein, des collectifs écologistes, pardon, qui prônent aussi la désobéissance civile, l'autodéfense pacifique, etc. De même des collectifs féministes qui ont aussi des méthodes d'autodéfense pacifique, tout ça. Donc on peut interroger ces méthodes-là. Là où on a un problème particulier dans le moment avec la Jeune Garde et la France Insoumise, c'est que la France Insoumise est un mouvement politique qui a vocation à gagner des batailles électorales et à prendre le pouvoir institutionnel. Et ils ont intégré en fait à l'intérieur de leur mouvement une force comme la Jeune Garde qui n'a pas les mêmes objectifs, qui n'a pas les mêmes méthodes. Et la question de est-ce que au sein de la même entité, peut coexister en fait ces deux modes d'action, c'est là que, à mon avis, il y a des questions. Moi, je suis bien sûr pas contre l'existence de collectifs antifascistes, y compris avec des méthodes d'autodéfense comme celles qui sont faites par plusieurs collectifs antifascistes, antiracistes ou féministes. En revanche, leur intégration à l'intérieur d'un parti, même s'ils veulent pas s'appeler parti, là j'ai un peu plus de mal parce que je pense qu'il faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Ouais, bon, alors oui, c'est vrai que enfin, moi, quand je t'entends faire ce résumé, je me dis c'est bien de raconter des histoires, puis c'est pas mal aussi de voir ce qu'on fait, quoi. Si tu veux, c'est le discours, la jeune garde, c'est de l'autodéfense pacifique. Comment te dire? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce que l'on voit, ce soit simplement de l'autodéfense pacifique. Je ne crois pas que Raphaël Arnaud ait été condamné définitivement pour des violences d'autodéfense pacifique. Donc, on n'est pas obligé d'avaler tout ce qui nous est dit. De la même manière, tu as Jean-Luc Mélenchon qui te dit qu'il n'a jamais voulu la violence. Néanmoins, quand j'ai employé le mot percutant tout à l'heure, il y a des vidéos qui ont pas mal tourné dans lesquelles il appelle ses camarades à s'organiser comme à Marseille pour pouvoir avoir des méthodes percutantes. Donc, on très bien comprend très bien ce que ça veut dire percuter. Par ailleurs, dire on n'est pas violent, rien que la façon qu'il a de le dire, hein, tu te dis, mais mon gars, si tu me fais des déclarations d'amour comme ça va pas le faire, quoi. Je veux dire, il te hurle dessus d'une agressivité de dingue pour te dire, ah, on n'est pas du tout, on n'est pas du tout violent. Enfin, non, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, il y a eu quelque chose qui est entretenu dans le ton, la valorisation aussi, comment dire, d'une espèce d'attitude frontale qui n'intègre pas l'altérité, qui n'intègre pas le fait que celui qui est en face de toi peut avoir quelque chose de juste à dire, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont quand même dans un rapport toujours violent et frontal avec tout ce qui n'est pas eux. Hein. Je veux dire, quand même, on ne va pas faire la liste de toutes les insultes, engueulades qu'ils ont fait depuis le Parti socialiste, le Parti communiste, Marine Tondelier, les écologistes, la CGT, tous ceux qu'ils ont foutus à la porte de la France insoumise, les journalistes, regard, allez hop, le service Intellectuel. public. Non, mais enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. Je regrette, mais le bien sûr qu'ils n'ont jamais appelé à prendre les armes pour prendre le pouvoir, si c'est ça que veut dire Jean-Luc Mélenchon quand il répète nous ne voulons pas de la violence. Ceci étant, dans l'attitude, la manière d'envisager, même ne serait-ce que qu'est-ce que c'est que de convaincre, qu'est-ce que c'est que de mener le combat politique. Le combat politique, c'est pas obligé de se mettre dans un tel affrontement. Enfin, nous, on l'a déjà dit ici, on est consterné par la manière dont les chefs de file à Paris et à Marseille, qui sont parmi les plus proches autour de Jean-Luc Mélenchon, ont choisi, soi-disant, de conflictualiser, mais pas seulement de conflictualiser, je veux dire de rendre
comment dire, infranchissables les frontières entre eux et les autres. C'est eux ou nous. Vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. Voilà, c'est pas possible. Franchement, moi je pense que c'est délétère pour l'esprit démocratique, parce que, encore une fois, en démocratie, on peut admettre que l'autre détient une part du réel, une part de la vérité et en tout cas une part du choix politique. Donc, on accepte, on discute, on essaye de convaincre, on n'essaye pas d'intimider, on ne fout pas à la porte tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, on ne fait pas des procès d'intention. Je veux dire, dès qu'on émet la moindre critique, alors on passe du côté de ceux qui veulent la peau de la France insoumise et la peau de la et que ça y est, on est passé du côté de la social-démocratie. Mais qu'est-ce qu'on nous n'entendons pas un regard sur ça? Je veux dire, c'est tout le temps qu'on nous accuse d'être du côté de la social-démocratie dès l'instant où l'on émet un désaccord avec tel ou tel point, soit du discours, soit de la stratégie de la France insoumise. Punaise, mais il n'y a pas tant que ça de lieux qui se disent de cet espace de la gauche radicale et qui s'autorisent à discuter. On est un de ces tout petits endroits. On n'est pas si puissant que ça. On s'autorise à ça. Non, mais on s'autorise à ça et il faut absolument nous faire manger la poussière. Mais non, quoi. Voilà, ce que je veux dire, c'est que je ne partage pas complètement ta présentation irénique de ce que c'est que la jeune garde, etc. Donc, la France insoumise n'est pas seulement un mouvement qui récuse la violence, c'est aussi un mouvement qui la pratique dans ses formes symboliques. Je suis tout à fait d'accord que ils ne sont pas ils ne prônent pas la prise du palais d'hiver, ça c'est certain, mais ils sont pas sans une certaine violence dans leur façon de concevoir le combat politique. Enfin, écoutez, non mais je vous renvoie aux frasques de Sofia Chikirou. Enfin, je veux dire, cette semaine, elle a expliqué à un humoriste, ça lui plaisait pas la présentation qu'il a fait d'elle, elle lui a dit, je vais te faire un sourire kabyle. Sourire kabyle, c'est ça, ça veut dire, je vais t'égorger. C'était pas cette semaine, hein, c'était Oui, c'était juste avant le meurtre de Quentin, donc je pense qu'elle se permettrait pas de faire ça aujourd'hui, mais c'était la veille, d'ailleurs, exactement, le mercredi 10. Mais je veux dire, non, on ne parle pas comme ça d'un humoriste. Non, je veux dire, c'est pas possible. Non, on ne dit pas à Clémentine Autain qu'on se met au bord de la rivière en attendant de voir passer son cadavre. Non, on ne dit pas ça. Je suis désolée. Non seulement on ne le dit pas, mais on ne le pense pas. Et on valorise pas tous ceux qui pensent que bah, elle a bien le droit de le dire parce que finalement, puis on se défend et on fait bloc. Il y a quelqu'un dans une des boucles qui dit moi, je veux pas faire bloc parce que je veux avoir le droit de réfléchir à comment je suis antifasciste. Je suis antifasciste et je veux réfléchir à comment je le suis. Je suis d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord pour que on considère que il faut faire bloc sans discussion. Je pense qu'il y a un problème de, enfin la manière dont la France insoumise a envisagé euh, sa façon de relancer la gauche radicale qui était au fond du trou. La disparition du Parti communiste fait que ça existe comme culture, comme pratique en France, mais ça n'avait plus d'expression politique. C'est certain que c'est Mélenchon et la France insoumise qui l'ont sorti du fond du trou. Mais ils l'ont sorti du fond du trou d'une certaine façon. Et cette manière qu'ils ont eu de le faire, ben, on a le droit d'en discuter. Il y a pas à la France insoumise. À la France insoumise, on n'a pas le droit d'en discuter puisqu'il n'y a pas de lieu de discussion stratégique à la France insoumise. Mais quand on n'est pas à la France insoumise, je pense qu'on c'est un devoir de discuter de finalement la France insoumise à 10 ans, c'est là, ces jours-ci, ils viennent de fêter les 10 ans de leur création. Qu'est-ce qui est à mettre à leur actif et qu'est-ce qui est problématique? Et dans ce qui est problématique, il y a ce que tu dis, c'est-à-dire le fait que cette conception du mouvement flou, sans limite, enfin, on ne sait pas qui est dedans et qui est dehors. D'ailleurs, vous adhérez pas à la France insoumise, hein. Personne n'a de carte de la France insoumise et personne ne paye de cotises et personne ne vote à la France insoumise. Donc, sur les orientations stratégiques, etc., peut voter sur le programme, je pense, hein. Mais les grands débats stratégiques ne sont pas soumis à discussion. Il n'y a pas des textes d'orientation stratégique qui sont émis. D'ailleurs, c'est théorisé, hein. À la France insoumise, on n'est pas là pour faire du blabla, on est là pour agir.
Donc, on ne vote pas sur les orientations stratégiques. On vote sur est-ce que vous êtes d'accord pour que aux élections municipales, on mette ces axes-là autour de notre programme qui va unifier toutes les candidatures insoumises. Donc, c'est vrai qu'ils votent sur les programmes, ils ne votent pas, ils ne s'expriment pas sur les choix politiques stratégiques qui, eux, restent dans la décision de Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, on peut suivre ces évolutions de pensée quand on se donne la peine de lire ses blogs ou d'écouter ses moments politiques, ce que je fais. Donc, je vois comment ça bouge, ça évolue, etc. Mais c'est pas discuté. Et donc, il y a un premier point qui est la forme mouvement gazeux. Et la deuxième question, qui est celle que tu as abordée, c'est que du coup, on intègre tout là-dedans. Et du coup, la France insoumise se trouve à devoir valider des choses qui, au fond, n'ont pas à l'être. Je veux dire, moi, je suis d'accord que je ne suis pas pour l'interdiction de la jeune garde. Enfin, je n'étais pas pour jusqu'à ce que je découvre un peu ce que je viens de voir. Là, je trouve qu'il y a un gros problème. Mais en tout cas, il y a des tas de gens qui font des choses avec lesquelles je suis pas d'accord, qui disent des choses avec lesquelles je suis pas d'accord, vraiment. Et je trouve que c'est très bien que ça existe et qu'ils fassent valoir leur point de vue et que par contre, la position politique, elle tienne compte de tout un tas d'ensembles, aussi de la compréhension du moment politique dans lequel on se trouve. Est-ce que nos concitoyens vont être en phase d'une certaine manière avec ce qui est proposé là? Ou est-ce qu'au contraire, ça va fermer les écoutilles et puis bloquer la suite de l'histoire politique, quoi? Il y a un paradoxe, effectivement, dans la France insoumise, qui est que depuis 2017, c'est eux qui, à chaque élection présidentielle, c'est tout, hein, enfin, en Mm. 2017 et en 2022, les autres élections, ils ont un peu plus de mal, mais en 2017 et en 2022, ils ratissent, ils prennent tous les votes de gauche. En gros, modulo quelques-uns qui font moins de 5%. Le fait, en fait, qu'ils aient fait ce score fait qu'ils représentent la gauche. Mais entre-temps, tu vois, entre 2017 et aujourd'hui 2026, bah, il se passe des trucs. Et il s'est passé, par exemple, La République, c'est moi. Genre, cette façon de conflictualiser avec l'institution judiciaire. À ce moment-là, moi je me souviens très bien, c'était juste après l'élection 2017, vous aviez des gens qui disaient, bon bah, ok, tout le monde fait feu sur la France insoumise, notamment la droite et l'extrême droite et le gouvernement, etc. Donc il faut faire bloc autour de la France insoumise parce que genre ils sont dans un danger. En plus la justice politique ou je sais pas quoi, donc il faut faire bloc et surtout ne pas interroger la stratégie de conflictualisation avec l'institution judiciaire qui était celle de la France insoumise. Bon, ok, genre admettons, tu vois, mais on était en 2018. Aujourd'hui, on est en 2026. Genre, il n'y a eu aucun moment, en fait, où on a pu interroger cette stratégie. Il en va de même pour Quatennens. Lorsque il y a eu les problèmes avec Quatennens qui avait filé une gifle, on nous a, toute la droite et le gouvernement et blablabli, les macronistes, tout ça, attaquaient la France insoumise. Il fallait faire bloc autour de la France insoumise parce que sinon, genre, on allait perdre la gauche de gauche. Mais à quel moment, en fait, on a eu un retour sur expérience, une réflexion sur, bon, bah, ok, mais il y a quand même eu un problème lié à des questions féministes, à des questions. Oh non, jamais. C'était maintenant il y a plusieurs années et genre jamais en fait on a eu l'occasion d'en parler. Et en fait c'est toujours pareil avec la France insoumise, c'est que je veux bien faire bloc autour de l'antifascisme. C'est même nécessaire en fait de faire bloc autour de On l'antifascisme. l'a eu notamment autour de toutes ces questions d'antisémitisme. Regarde, on n'a jamais dit que la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon étaient antisémites. Par Exactement. contre, par contre, on a pensé et on a écrit qu'il y avait une question de clarification nécessaire, indispensable formellement sur ces questions-là, parce que sans ça, ben, elle se le trimballe comme un scotch à sa godasse et qu'il faut qu'il y ait comment dire, une prise de position formelle posée, pas au détour d'une phrase, pas simplement on n'a jamais été condamné. Enfin, il y a, il y a une facilité dans l'argumentation qui n'est pas possible. Je pense qu'ils ne sont pas antisémites. Je pense que c'est une question extrêmement importante et on va y revenir certainement dans 5 minutes, quoi, parce que c'est quand même aussi à travers cette entrée-là que la France insoumise est gravement mise en danger. Mais ils ne prennent pas le temps de clarifier, de dire les choses. Mélenchon, quand il y a eu l'audition, tu sais, sur est-ce que la France insoumise était
liés je sais pas quoi, aux salafistes, enfin aux frères musulmans. Il y a le président de la commission qui lui propose de venir en parler ou je sais pas quoi. Et Mélenchon dit oui, tout à fait, je serais intéressé par venir. Je me suis dit, ah, super, il va le faire. Il va y aller et il va aller exposer en longueur, pas dans le cadre d'une commission d'enquête qui n'avait ni queue ni tête. Il va aller expliquer qu'est-ce qui est en débat en fait et qu'est-ce qui n'est pas, enfin, ce qui relève de la critique et du débat de la politique d'Israël, voire de l'État d'Israël, et qui n'est pas de l'antisémitisme. Je me suis dit, il va le faire. Ben, il ne l'a pas fait. Évidemment, la coup d'après, boum, maintenant, on est parti sur une autre affaire. C'est-à-dire qu'on va d'affaire en affaire et on ne prend jamais le temps, comme tu viens de le dire, pour se poser, euh, D'ailleurs, c'est vrai. expliquer à ses militants. Parce que quand même, Mélenchon, il a une responsabilité vis-à-vis de tous ceux qui sont des gens engagés à côté de la France insoumise. Il fabrique une culture. La D'ailleurs, France insoumise est en train de fabriquer une culture. on a écrit un article, bon, nous on est tout petits, tu vois, mais on a écrit un article dans un moment où la question de l'antisémitisme de la France insoumise n'était pas une question brûlante, tu vois. On n'en parlait On plus. avait attendu pour ça, On oui. a attendu pour ça, on a fait un article qui, genre, voilà, posait des questions à la France insoumise, c'est vrai. Euh, non, mais qu'est-ce qu'on a reçu comme message? Enfin, non, mais des messages d'insultes en nous disant que, on en voulait vraiment à la France insoumise, je sais pas quoi. Enfin, alors que c'était précisément l'inverse. C'est-à-dire que, encore une fois, alors même qu'on n'était pas dans le feu de l'action, on va dire, et qu'on avait choisi le moment délibérément, on nous a même accusé de vouloir remettre en fait sur le métier la question de l'antisémitisme de la France insoumise. Alors que bon, enfin franchement, la newsletter de Regard qui remet sur le métier, enfin on n'a pas cette capacité-là, médiatico-politique. Mais par contre, on voulait relancer un débat, etc. Et genre, il y a des cadres de la France insoumise, tu vois, qui, y compris, nous ont insulté, enfin, nous ont pas insulté, mais envoyé des messages d'une agressivité folle parce qu'on avait publié cet article. Enfin, au bout d'un Oui, alors moment, tu en as, et puis tu en as, quelques-uns qui nous ont dit, oui, on va le faire. ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est que on a eu le tout venant qui était pour nous insulter, et puis tu en as eu quelques-uns qui nous ont dit, oui, on va le faire. Ils l'ont pas fait. Voilà. Ah oui. Malheureusement, ils ne l'ont toujours pas fait. Et la suite, je voudrais qu'on en discute quand même un tout petit peu de la suite. Mais je voulais insister sur ce que tu dis, c'est-à-dire que il y a une histoire en France de la disparition d'un très grand parti de la gauche radicale. Le Parti communiste français, ça représentait dans les années 70 20%, à partir des années 80 15%, puis ça n'a cessé de décliner. Et à partir du moment où euh, le Parti communiste s'est trouvé en difficulté, euh, toutes les critiques venues de l'intérieur ont été interdites. Après avoir récusé toutes les critiques venues de son univers, je dirais un univers au sens large, hein, mais les féministes, les écologistes, les trotskistes qui portaient des critiques au Parti communiste ont été récusés. Tout ça s'était mis dans le grand paquet unique de l'anticommunisme, au même titre que la droite, les atlantistes et tout ce que tu voudras. C'est-à-dire qu'en fait, cette idée de la citadelle ACG, cette conception de la citadelle ACG qui nécessite de faire bloc et de récuser oui, de récuser tout appel au débat, à la réflexion est catastrophique. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas quand ça va mal qu'il faut se bloquer aux autres et se bloquer à la réflexion. Alors, j'ai fait une newsletter cette semaine où je terminais par deux mots d'ordre qui ont été un de Maurice Thorez, que les bouches s'ouvrent, et un de Mao Tse-tung, que mille fleurs s'épanouissent. Alors, c'était un peu ironique parce que justement, précisément, ça s'est pas bien terminé dans les deux cas. Mais c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on proclame qu'il faut que les bouches s'ouvrent qu'on écoute les critiques telles qu'elles s'expriment. Ce que je veux dire, c'est que là, c'est le moment de se poser et de se dire qu'on est devant un très, très grand danger et qu'il faut faire un arrêt sur image là et se dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on fait. Et quand je dis on, il y a la réflexion propre de la France insoumise et puis il y a nous qui n'en faisons pas partie. De toute façon, je sais pas qui fait partie. Voilà, que tous ces gens-là qui se sentent dans un lien
politique avec la France insoumise, et je me sens dans un lien politique avec la France insoumise parce que c'est la force qui représente l'espace auquel m'identifie, c'est-à-dire la gauche radicale en France. Euh, on a un devoir absolu de parler, de réfléchir, de s'exprimer et de leur demander d'ouvrir un espace de réflexion et de discussion, ce qui n'a jamais eu lieu. Au titre des questions d'avis primordiales, et là on va rentrer dans la stratégie du moment, il y a donc la question de l'antifascisme. Ma crainte la plus aiguë du moment, tu vois, c'est que aujourd'hui, il y a bloc en fait d'une partie du paysage politique de gauche autour de la France insoumise et de l'antifascisme, parce qu'il y a un risque d'interdiction de la France insoumise, il y a un risque de criminalisation de l'antifascisme en général, tu vois, enfin, je veux dire, la une de Marianne qui dit les antifascistes et elle barre anti, tu vois, pour dire qu'en fait, les antifascistes sont les nouveaux fascistes du moment. C'est quand même une Oui, avec la photo de Mélenchon, Rima Hassan et Raphaël Arnaud. complètement dingue. Enfin, Affreux, ouais. c'est affreux. Et donc, il y a une C'est inversion, en fait, suffocant. du stigmate. Franchement, c'est suffocant. C'est atroce. Et bien évidemment, il faut faire bloc. Le seul problème, c'est que je vois bien que il y a quand même une réaction. On a vu fleurir les tribunes là en cette fin de semaine parce qu'il a fallu que les gens les écrivent et qu'ensuite genre, les signatures se trouvent. Mais il y a plusieurs tribunes qui d'intellectuels, de personnalités, de politiques, etc. Enfin, qui appellent en fait à faire à faire corps autour de l'antifascisme et de dire non, non, attendez, genre on va pas Non, à faire bloc autour de la France insoumise. pas que, pas que. Et le devoir de l'antifascisme aussi. La tribune dans l'humanité, c'est 180 personnes qui disent non, en fait, l'antifascisme est un devoir moral et politique de la part des Français. Et genre, oui, dedans, il y a la France insoumise, mais pas uniquement. C'est l'antifascisme. Franchement, il y a un risque pour l'antifascisme. Enfin, je veux dire, quand l'autre Bardella dit oui, oui, le cordon sanitaire, maintenant, c'est autour de la France insoumise et que c'est repris par Retailleau, par Maud Bréjon, par tout le monde, là, enfin, il y a un risque, en fait, d'inversion et que genre le fascisme soit celui qui dicte ou autour de quoi on va mettre le cordon sanitaire. Oui, enfin, d'accord, mais enfin, ça veut dire que si on fait passer, si on fait un glissement d'antifascisme à LFI, c'est pas possible. Les antifascistes, Exactement, c'est toute la gauche, hein. Franchement, exactement, c'est quand exactement. même quelque chose qui, ça, nous n'avons cessé de le dire. C'est pour ça que d'ailleurs le nouveau Front populaire a réussi à fonctionner. C'est qu'il y a quelque chose qui nous unit tous, c'est le refus absolu du fascisme pour sa violence, pour son racisme, pour son inégalitarisme, etc., etc. Donc voilà, Non, c'est. mais attends, parce que moi, j'ai pas fait ma démonstration, mais c'est bientôt le cas. Genre, Vas-y. en gros, tu resserres les rangs autour de l'antifascisme, mais le problème, c'est que ben, la gauche, qui pèse déjà 30% toute mouillée aux élections, ben, j'ai très peur que après cette séquence, mais qui n'est qu'une nouvelle séquence, en fait, dans l'histoire, où en fait, on n'arrive pas à se faire comprendre. Tu vois bien, quand j'ai fait l'introduction et tu m'as dit, mais Pablo, c'est complètement irénique, c'est complètement n'importe quoi ce que tu racontes. Genre tu prends des vessies pour des lanternes, et ben j'ai un peu peur que ça soit comme ça que bah, de plus en plus de Français considèrent la gauche, considère l'antifascisme, considère notre proposition émancipatrice et que c'est-à-dire qu'on soit plus 30%, mais qu'aux prochaines élections, bah, on soit 25%. Enfin. Et peut-être que bah, Jean-Luc Mélenchon, il arrivera à capitaliser une ultra majorité de ces 25%, mais on sera passé de 30% à 25%. Enfin. Et tu vois, il y a plus, on est toujours, comme on est toujours en défense, on est toujours en train, et on se recroqueville de plus en plus, et on a de plus en plus de mal, en fait, à porter un discours qui arrive, en fait, à nouveau être le moteur d'une dynamique majoritaire. Enfin, et vraiment, l'introduction que j'ai faite et la critique ensuite que tu as faite derrière, pour moi, est l'illustration de ça. C'est-à-dire que on se raconte des histoires, mais on se raconte des histoires qu'on est de moins en moins de personnes à pouvoir écouter et auquel on peut, enfin, et à adhérer en fait. Et ça, c'est un vrai souci. Aujourd'hui, qui dans le paysage politique cherche à rassembler en fait, à dire genre l'antifascisme, c'est bien sûr une nécessité, mais qui cherche à ce que l'antifascisme devienne une réalité majoritaire dans notre pays? Bon.
Non, 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 enfin, bon, c'est pour ça que je dis tout à l'heure que je pense que la personne qui écrivait dans cette boucle, je suis antifasciste et je veux bien être antifasciste, mais je veux savoir comment, je veux discuter de comment, je pense que c'est vraiment la question qui se pose à nous. Je voulais dire, parce qu'en en fait, il y a les courants que la France insoumise a intégrés à travers des personnalités dans son espace. Euh, on a parlé de attaque à travers le fait qu'Aurélie Trouvé devienne députée. On a parlé de la jeune garde avec Raphaël Arnaud. Euh, je pense que c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. C'est une question un peu identique pour Rima Hassan. J'estime beaucoup Rima Hassan. Je pense que c'est une femme, d'abord, c'est une femme courageuse, c'est une femme qui se bat dans un moment. Je pense que c'est quand même très très compliqué pour elle comme palestinienne hein, de voir enfin, ce drame qui se vit pour son peuple. Et elle défend une position euh, qui est tout à fait possible de défendre. Rima Hassan, elle est pour un État binational. C'est ça sa position. Ce qui m'a semblé très problématique. Mélenchon a arbitré ce truc-là il n'y a pas longtemps. Il y a peut-être un mois, je crois, dans un moment politique. Il a dit la position de la France insoumise, c'est la position. Ah oui, quand il a fait le International. 25 janvier, quand il a fait son grand tour d'horizon des questions internationales, où il a dit c'est le droit international qui est notre boussole. Donc, pour la question palestinienne, c'est deux États. C'est-à-dire, il a dit, bien sûr que c'est légitime de s'interroger là-dessus, c'est légitime d'en discuter, mais notre position, c'est deux États. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que Rima Hassan est légitime, mais vraiment, de poser cette question. Parce que c'est vrai que la question de deux États, moi, c'est la mienne de position. Je vois bien qu'elle est, elle aussi, un peu abstraite. On voit pas bien comment ça peut advenir compte tenu de ce qui s'est passé avec toutes les colonisations qui sont intervenues et qui continuent de se développer, notamment en Cisjordanie. Euh, mais la position de la France insoumise, c'est deux États. Et c'est la position du droit international, de l'ONU, de toutes les forces de gauche dans le monde. Voilà, c'est la position collective qui fait consensus. Et je trouve que c'est problématique que Rima Hassan soit la figure emblématique de ce combat. Parce que du coup, ça crée un truc qui trouble. C'est quoi C'est-à-dire que ils ont intégré Rima Hassan, mais elle n'est pas sur la position qui devient la position désormais de la France insoumise. Autre exemple, Assa Traoré a été conviée à faire tous les grands meetings de la France insoumise pour les élections municipales. J'admire cette femme. Franchement, c'est pareil. Je pense que cette femme a un courage exemplaire d'avoir exigé la vérité sur ce qui s'est passé pour son frère. Je suis convaincue de ce qu'elle dit. C'est-à-dire, je suis allée dans des manifestations à Beaumont-sur-Oise dans sa ville. C'est-à-dire que ça fait longtemps que je suis d'accord avec elle. Je suis totalement convaincue du combat qu'elle mène. Je ne pense pas que on puisse faire de Assa Traoré la porte-parole de la position de la France insoumise sur les questions des violences policières. Elle le dit avec sa personnalité, avec son histoire, avec son combat, mais ça pose un problème si c'est elle qui incarne le problème, exprime le problème. Donc voilà, cette façon justement de faire mouvement et pas de faire partie et d'intégrer tout ça, bah, ça crée un problème très sérieux. C'est-à-dire que ça crée un brouillage sur le discours et la forme du discours, les deux. Parce que quand Rima Hassan fait enfin, pardon, mais elle fait des conneries, quoi. Je veux dire, je m'excuse, mais tous ces tweets ne sont pas acceptables. Mais du coup, t'as tout le monde, hop, 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 on défend Rima Hassan parce que c'est une des nôtres, c'est notre députée, c'est etc., etc. Et je comprends d'ailleurs, elle est députée européenne de la France insoumise, donc il faut la défendre. Mais du coup, non, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, si elle n'était pas liée à la France insoumise, Rima Hassan peut dire des conneries. Je sais pas, elle a insulté un député, je ne sais plus quoi. Enfin bon, euh, voilà. Je veux dire, ça n'aurait pas l'importance que ça a. Voilà. Mm. Et ce que je veux dire, voilà, c'est cette façon aussi d'avoir construit un mouvement qui veut capter les radicalités
leur donner de la place, et moi je suis d'accord avec ça, et c'est certain que c'est ce qui a donné aussi de l'énergie à la France insoumise et qui lui a permis d'intégrer des nouvelles questions et de se reposer. Euh... Attendez, excusez-moi, je ne sais pas ce que c'est que cette histoire. Euh, qui lui a permis de se reposer dans le, enfin de reprendre langue avec la jeunesse, avec les quartiers populaires, etc. Mais néanmoins, elle le fait avec une maîtrise un peu incertaine, un peu aléatoire, et qui par ailleurs font que j'entends tous ces signataires de pétitions, etc. Euh, Qu'est-ce que le pays comprend et approuve de ce qui se passe? Je veux dire, on ne peut pas être indifférent à ça. L'antifascisme ne peut pas être réduit au soutien de la première et de la dernière heure de la France insoumise. Ça n'est pas possible. Mm. La question, encore une fois, la question d'avoir un discours plus maîtrisé et cohérent et qui ne part pas dans tous les sens. Enfin, je veux dire, non, mais Laganerie qui sort un bouquin dans lequel il conteste, il met en cause des questions de la démocratie. Mais attends, enfin, je veux dire, il est presque un intellectuel organique de la France insoumise. C'est une question. Ils vont pas se mettre à défendre des bêtises de Laganerie quand même. Bah, tu vois, ça va jusqu'où leur truc? Il faut que ça s'arrête, quoi. Non, mais C'est. oui, mais en fait, la question est toujours la même, c'est où s'élabore la politique, où se discute la politique. Mais en général, hein, enfin là, c'est au-delà de la France insoumise. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une politique qui est ratatinée en fait autour de l'Assemblée nationale, ce qui est un énorme problème. Enfin, et que comme et si je dis la France insoumise, mais pas que la France insoumise, tout le monde pense que c'est là que ça se passe. Donc, genre, donc, pour pouvoir avoir accès au débat public et même au débat interne, tu vois, il faut siéger à l'Assemblée nationale. Sauf que tu brouilles. Parce que là, tu parlais de la. Moi, j'ai découvert à la lecture et en l'invitant dans une midinale une nouvelle position auquel j'avais jamais pensé, tu vois, sur la question israélo-palestinienne. C'est Omar Al-Soumi, qui est un militant Mm. palestinien qui réfléchit, enfin, c'est vraiment un grand intellectuel qui a écrit un livre passionnant qui s'appelle Enfants de Palestine. Et je lui pose la question deux États, un État, enfin, et en fait, il me dit, bah, pourquoi pas d'État? Et il argumente hein, et il le justifie de façon que j'ai trouvé très convaincante en disant que de toute façon, ces frontières qui avaient été tracées, elles ont été tracées par les Occidentaux dans un espace qui n'en avait pas de frontières. Et donc, il interroge cette question de la frontière. Je ne dis pas que ça doit être la position centrale d'un parti de gauche ou quoi que ce soit, mais c'est hyper intéressant. La question c'est comment est-ce que, genre, où est-ce qu'on discute ces questions-là? Où est-ce qu'on arrête en fait nos positions? Et tu parlais du hiatus entre Rima Hassan, la position de Rima, et la position de Jean-Luc Mélenchon. Hein, oui, d'accord. Bah, comment est-ce qu'on les arbitre, tu vois? Parce que pour l'instant, ils sont dans un espèce de flou artistique, en fait. Ils laissent les uns pas. Mais où est-ce qu'il y a un endroit où Rima, elle discute avec Jean-Luc, par exemple, tu vois? Enfin, et puis Omar Al-Soumi, par exemple. D'accord. Mm. Et puis, genre, t'as des courants, tu vois, des intellectuels, des géographes, Urgence Palestine, machin, des militants, et tout le monde discute, tu vois, genre, cet espace n'existe pas. Ou alors, on considère que cet espace, il existe, c'est une antichambre de l'Assemblée nationale ou la cuisine du siège de la France insoumise. Bah non, en fait, ce n'est pas possible. On ne peut pas, genre, se cantonner à ces espaces-là pour concevoir la Mm. politique, tu vois. Mm. Mais on revient toujours à la même question. Et genre, et franchement, et t'as raison en fait de rappeler que qu'est-ce que comprennent les Français et les Françaises de ce qui est en train de se passer? Enfin, genre, quel est leur point de vue? Est-ce qu'au bout d'un moment, il faut aussi qu'on regarde quels sont, et qu'on regarde franchement, sans se voiler la face, la réalité des dynamiques, en fait. La réalité des dynamiques, c'est que, genre, l'extrême droite est en train de prendre du poil de la bête à chaque élection. Enfin, genre, et c'est eux qui engrangent, et c'est eux qui asseillent leur conception de la politique, de la France, du monde à de plus en plus de Français. Donc, on peut toujours dire oui, oui, mais on réussit de mieux en mieux. Genre, on est de plus en plus clair, on est de plus en plus pur ou que sais-je. Bon, le résultat, c'est que c'est eux qui gagnent, c'est eux qui se renforcent à chaque élection. Et c'est pas à cause de Fabien Roussel, hein. Genre, tu vois, tout, ou à cause de Regard.
Enfin, je veux dire, c'est pas à cause de nous que Jean-Luc Mélenchon n'est pas président de la République ou à cause de Fabien Roussel. Enfin, genre, tu vois, non, parce que Surtout nous, on n'a rien à voir avec ça, mais bon, vas-y. Oui. non, mais bah oui, mais parfois il y en a qui disent non, mais c'est parce que c'est une façon en fait de penser aussi le fait que Jean-Luc Mélenchon soit pas arrivé au deuxième tour, c'est de la faute de Fabien Roussel ou de je sais pas qui, Anne Hidalgo. Fabien Roussel en principale mise en cause. Exactement, enfin, à cause de tous ceux en fait qui ont un petit doute, tous ceux qui sont qui s'alignent pas en fait derrière Jean-Luc Mélenchon comme un seul homme. Enfin, ah ben non, en fait, c'est pas vrai. Enfin, genre la responsabilité déjà de l'union incombe à celui qui est en position de force, à savoir Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Premièrement, deuxièmement, il y a des questions en dehors en fait de nous, en dehors de notre gauche qui ressemble de plus en plus à une petite gauche. Et il va falloir réfléchir à ce qui se passe de l'autre côté. Enfin, pas en Mm. acceptant leurs idées, tu vois, mais en étant le plus compréhensible possible, en étant le plus rassembleur possible. Non, mais je pense que ce que tu pointes là, c'est un très gros chantier en dehors du chantier de qu'est-ce que c'est qu'une organisation politique moderne, c'est-à-dire dans lequel il y a à la fois de la cohérence et puis de l'ouverture. Parce que où est-ce qu'on discute et où est-ce qu'on décide? Moi, je pense que chacun décide où il veut décider. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est des espaces de débat organisés. Normalement, c'est la place aussi des journaux. Les journaux sont très, très fragilisés, très faibles. Et donc, bah, je ne sais pas très bien comment on fait, quoi. Je veux dire, on n'arrête pas, nous, de se dire que, tiens, il faudrait qu'on fasse un débat là sur telle ou telle question. C'est la dernière qui nous vient en date, il y a une question qui se pose sur ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30, puisque ça revient dans plusieurs références, hein, l'affrontement entre les communistes et les socialistes, la responsabilité des uns et des autres. On s'est dit, bon, ça serait bien qu'on fasse quelque chose, qu'on puisse en discuter, qu'on puisse discuter de la stratégie de l'antifascisme à l'aune de cette connaissance-là. Bref, les journaux, ils ont normalement une place qui est justement de l'organisation du débat. Et puis après, bah, la France insoumise, elle décide ce qu'elle veut, et l'après, il décide ce qu'il veut, et chacun décide sans que ça oblige les uns et les autres à s'aligner. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était ce que tu viens de dire sur la question de l'union. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une vraie question qui n'est pas pensée et qui est donc du coup très oscillante à la France insoumise, qui est par moment on veut toute la gauche et puis par moment on veut cliver la gauche. On passe d'une assertion à une autre et parfois vraiment en très peu de temps, hein, en 3 mois, boum boum boum, on est sur une position ou sur une autre. Je crois que ça serait bien de stabiliser un peu la réflexion sur qu'est-ce que c'est que la gauche, sa diversité, et comment on fait vivre sa diversité et comment on n'étouffe pas la diversité, comment éventuellement on trouve même que c'est une bonne idée que la gauche soit diverse dans ses formations politiques et diverse dans ses différents espaces, puisque Mélenchon également veut remettre en cause la charte d'Amiens, c'est-à-dire la séparation qui s'est constituée historiquement entre les partis et les syndicats, avec des hauts et des bas, des entorses et tout ce qu'on voudra. Mais voilà, Mélenchon dit, et moi je pense qu'il a raison de dire qu'il y a une question de penser l'articulation entre le syndicat et le politique, mais par contre, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il faut oui, rassembler tout Non, mais ça. non, Voilà, je pense qu'il a eu tort de vouloir mettre Céline Verzelletti, qui était la numéro 2 de la CGT, députée de la France Insoumise. Bon, Danielle Simonet a été plus forte que Verzelletti, mais au-delà du fait que c'était une très méchante opération contre Danielle Simonet, c'était une erreur de penser qu'il fallait mettre une personnalité aussi importante de la CGT dans les rangs de la France insoumise. Non, ce n'est pas bien de faire ça. Voilà, je pense que il y a une pensée vraiment de la gauche et des organisations politiques qui posent problème et qui leur posent un problème sérieux là en ce moment. Parce que je te dis encore une fois, ils sont obligés d'endosser des choses avec lesquelles ils ne sont pas forcément d'accord. Je veux dire, dans le sein des saints, le petit groupe politique qui décide ce qu'est la France insoumise et ce qu'elle va faire, ils sont pas forcément d'accord avec toutes ces mouvances-là. Mais là, en ce moment, ils sont obligés de tout assumer, tout endosser, et ça leur pose un léger souci. Léger souci moi, je voudrais vraiment terminer sur ce point parce que on a fait une newsletter dans laquelle on a mis l'alerte très sérieusement. C'est le glissement de raisonnement qui est en train de se construire au sommet de l'État sur la question de l'antisémitisme qui deviendrait
enfin, l'antisionisme qui serait une forme moderne de l'antisémitisme et qui donc justifierait l'interdiction d'être élu quand on est antisioniste, donc antisémite, et au bout du bout, une organisation qui se revendiquerait de l'antisionisme n'aurait pas droit d'exister puisque ça serait la forme contemporaine de l'antisémitisme. Là, franchement, on est en train de mettre en place l'argument qui Yael Braun-Pivet et Maud Bréjon considèrent qu'il est illégitime d'élire des députés France Insoumise. Ce qui est en train de se passer, c'est pas que c'est illégitime, c'est que ça peut devenir illégal. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de construire véritablement une interdiction possible de la France insoumise. Alors, quand Yael Braun-Pivet dit qu'elle regrette de ne pas avoir le pouvoir de virer Raphaël Arnaud, déjà, elle ouvre cette boîte de Pandore-là et la construction d'une interdiction dans la loi de ce courant de pensée. Ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur que j'aurais trouvé bien et je crois indispensable que la France insoumise intervienne en longueur, en profondeur sur ces enjeux-là. Ça me paraît sine qua non, parce que sans ça, accepter que antisionisme égale antisémitisme, là, c'est une catastrophe. Et ça, c'est accepter finalement de ne pas avoir le droit d'interroger, de poser des questions que pose Rima Hassan, que posent des gens qui posent la question des frontières et en fait même la question des confédérations. Enfin voilà, c'est dans un moment où on voit bien quand même qu'on est dans une situation de crise et de guerre permanente depuis 67, quoi. Je veux dire, ça fait quand même, c'est pas possible. On va pas continuer de se voiler la face sur le fait qu'il y a une question structurelle qui est enquistée au Moyen-Orient et que ça mérite le droit à la réflexion et même le droit de dire que la réponse qui a été celle en 47 n'était pas la bonne réponse. On a le droit de le penser. Ça ne fait pas de vous un antisémite. D'ailleurs, il y avait des gens dans les sionistes qui étaient contre la création d'État d'Israël. Donc, je trouve vraiment, vraiment très, très, très grave ces glissements qui ont été opérés d'abord par Jean-Luc Mélenchon, n'importe quoi, par Emmanuel Macron et ensuite par Sébastien Lecornu dans le dîner du CRIF et où il promet que le projet de loi de la députée Yadan sera présenté à l'Assemblée nationale au mois d'avril et qui pose ces équivalences qui peuvent conduire à l'interdiction de la France insoumise. Juste tout petit parallèle, parce qu'on a parlé tout à l'heure des années 30. Euh, En 1933, on parle souvent du fait que genre, les nazis seraient arrivés au pouvoir par les urnes. C'est une façon de voir les choses qui est complètement battue en brèche par les historiens quand ils regardent genre les années 30 en Allemagne. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Parce que c'est vrai qu'il y a eu des élections fédérales en Allemagne en mars 1933 qui ont été le premier parti mais pas qui avait la majorité absolue, c'était les nazis, le Parti national-socialiste. Euh, Néanmoins, Adolf Hitler était devenu chancelier avant ces élections de 1933 parce que c'était Von Papen et Hindenburg qui étaient des gens pas d'extrême droite, enfin en tout cas pas originellement d'extrême droite. La droite conservatrice allemande. Voilà, et la droite conservatrice allemande qui leur avait qui avait donné à Hitler le pouvoir, mais surtout, et c'est là que je fais un parallèle avec ce que tu es en train de raconter, c'était à partir du moment où Adolf Hitler est devenu le chancelier allemand, il a mis en place toute une série en fait de répression des députés et des groupes politiques de gauche, notamment du KPD. Parce qu'il y a eu l'incendie du Reichstag, il y avait eu des problèmes en fait en Allemagne, et donc il a mis tout en place une série en fait de répression, y compris des camps de concentration d'opposants politiques issus de la gauche allemande, qu'elle soit communiste ou socialiste, et Ils que syndicalisent beaucoup aussi.
Syndicaliste, exactement. Et c'est ce contexte, en fait, qui a permis aux nazis, en fait, de remporter, entre guillemets, d'avoir 43% aux élections. Sachant qu'ils devaient toujours faire une alliance avec le Zentrum et la droite traditionnelle. Tout ça pour dire que ce contexte, en fait, de criminalisation et d'interdiction, en fait, des partis de gauche, je dis pas, c'est exactement pareil que genre en 1930 en Allemagne, mais voilà, il y a des résonances. Ce sont des stratégies en fait qui sont mises en place par les pouvoirs et notamment les pouvoirs qui tendent vers l'extrême droite, qui ne sont pas nouvelles. Alors, est-ce que moi, je peux mettre une nuance à ce que tu dis? Vas-y, vas-y, vas-y. C'est-à-dire qu'en fait, notamment, par exemple, je vois que François Hollande a l'air de trouver que c'est une très bonne idée, hein. C'est-à-dire qu'il dit plus jamais d'alliance avec la France insoumise et il dit pas qu'il est parti dans son interdiction, hein. Là, je ne dis, je ne, enfin, je ne veux pas lui faire dire ça. Il ne le dit pas. Euh, mais il y a une partie du spectre politique qui ne veut pas de l'accession de Jordan Bardella au pouvoir. C'est-à-dire que cette hallali contre la France insoumise, c'est aussi parce que ils se sont convaincus qu'ils n'étaient pas capables de battre la France insoumise sur le terrain électoral, que donc, si la France insoumise n'est pas profondément discréditée, voire criminalisée, voire interdite avant les élections de 2027, c'est Jean-Luc Mélenchon qui sera premier, premier à gauche, parce que le reste de la gauche n'est pas en mesure de formuler une proposition qui rassemble la gauche, et que la droite n'est pas non plus en mesure d'avoir, pour l'instant, une unité et un candidat qui les rassemble. Donc, dans cet éparpillement extrême du jeu politique, à 15, 16, 17%, vous allez au deuxième tour, ce qui s'est déjà produit puisque Jean-Marie Le Pen est allé au deuxième tour avec 17%. Donc, ça ne serait pas une première en France, hein. Donc, ils sont tous convaincus que c'est Mélenchon qui peut aller au second tour et que donc, il faut faire en sorte qu'ils n'aillent pas au second tour. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont pas tous ceux qui sont dans cette stratégie de criminalisation, d'exclusion de la France insoumise, ne le font pas pour des raisons crypto-fascistes. C'est totalement faux de dire que François Hollande ou Raphaël Glucksmann sont dans cette stratégie-là. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'ils n'y trouvent pas tous leur intérêt. Et même, je pense que du côté de la Macronie, il y a une partie d'entre eux qui pensent que ce qu'il faut, c'est faire en sorte que le second tour ne soit pas Mélenchon-Bardella, parce que si c'est Mélenchon-Bardella, c'est Bardella qui gagne. Voilà. Donc, voilà, ce que je dis, c'est que cette discussion sur comment on est antifasciste, la réponse de François Hollande, il l'explique très clairement, la réponse de François Hollande, c'est pour battre, pour empêcher l'accession au pouvoir de l'extrême droite, c'est qu'il faut une autre gauche au second tour et que donc il faut empêcher Mélenchon d'y accéder. Donc c'est voilà, ce que je veux dire, c'est que dans ces parallèles qui se font et que je trouve vraiment parfois trop rapides et insultants, il y a celui-là. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai que les socialistes se sont rangés du côté de la Macronie, qui se seraient rangés du côté de l'extrême droite, etc., etc. Ils font des erreurs énormes. Je trouve ça incroyable ce qui est en train de se produire parce qu'on ne règle pas les problèmes politiques par la criminalisation et l'interdiction des courants politiques et que la gauche et la France ont besoin d'un mouvement de gauche radicale. La France, elle a été, je pense, très profondément malade aussi de la disparition du Parti communiste français. C'est-à-dire que ça fait partie. Tout à l'heure, je disais, en dehors enfin, dans la gauche, il y a plein de choses différentes. Et la France, elle a besoin que ce courant qui est ancré puissamment dans son histoire et dans ses pratiques existe. Si ça n'existe pas, ça ne va pas. On n'est pas bien s'il n'y a pas un lieu où une expression politique de cette radicalité. Donc, je crois qu'ils font un très mauvais calcul. Je pense qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils déplacent la focale sur la France insoumise, alors que c'est l'extrême droite qui est en train de prétendre représenter les valeurs de la République et de défendre l'ordre. Voilà, donc ils sont très très fautifs de faire ça, mais tout ça n'est pas un grand tout homogène. Voilà, c'est juste ça que je voulais préciser. C'est histoire que
voilà, histoire qu'on fasse pas des simplifications nous-mêmes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que tu sais pas ça que tu as fait, hein, Pablo. T'as pas dit ça, mais c'est ce que je lis parfois dans les emportements à l'égard légitimes, hein, à l'égard de Hollande, de Glucksmann, etc. Je trouve qu'ils ont tout à fait tort de penser qu'ils vont régler leurs problèmes en interdisant la France insoumise ou en la criminalisant. Ils font une faute politique relevée d'ailleurs de manière très juste et dans des termes très exacts par Villepin dans le texte magnifique qu'il a écrit, je vous le recommande, un texte assez substantiel dans lequel il remet un peu l'église au milieu du village et notamment il fait ce reproche aux socialistes de penser Il les euh, traite d'opportunistes, il les qualifie d'opportunistes. oui, c'est ça. Ils veulent se saisir de cette opportunité pour Voilà. disqualifier la France insoumise au lieu de proposer quelque chose qui va susciter l'adhésion enfin, des Français et de la gauche, etc. Donc, bon, il règle son compte avec la droite, dit aux socialistes que ce sont des opportunistes, mais il n'épargne pas, parce qu'il y a beaucoup d'extraits du texte de Villepin qui sont partagés. Donc, cette partie-là est beaucoup partagée par les gens qui sont proches de la France insoumise ou qui veulent la défendre. Il n'épargne pas non plus la France insoumise pour ses responsabilités, non pas judiciaires, mais politiques. Ça renvoie à notre première partie de discussion, c'est-à-dire sur qu'est-ce que c'est qu'un mouvement politique. C'est pas, ils ne sont pas responsables judiciairement de ce qui s'est passé à Lyon, c'est certain. Voilà. Et donc Villepin dit qu'ils ont quand même à s'interroger sur leur pratique politique, leur culture, etc. Bon, bref, peu importe. Je vous renvoie à ce texte que j'ai trouvé fort, fort, fort intéressant. Eh bien, sur ce, Ouais, 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 c'était lourd. On a quand même cette semaine été particulièrement dur pour tous les gens, tu vois, qui se réclament de la gauche, qui se réclament de l'antifascisme, tu vois. très dur. Mm. Voilà. Psychologiquement, enfin franchement, moi j'ai été extrêmement affectée par cette semaine. Vraiment, je mesure le risque que nous encourons tous. Hein. Je l'ai écrit à deux reprises dans la newsletter de Regard, hein, mais la France insoumise n'engage pas que la France insoumise. Hein. Mm. C'est-à-dire que les responsabilités de la France insoumise sont des responsabilités bien plus larges que ça, et notamment, moi qui me réfère à ce mouvement plus large de la gauche radicale, je considère qu'elle a une responsabilité vis-à-vis de son avenir et qu'elle a une responsabilité vis-à-vis de la gauche. Et je pense que nous sommes très, très gravement en danger dans ce moment et que donc, voilà, c'est psychologiquement difficile à vivre. Sur ce, quand même, bon week-end et Oui, à oui, la oui. semaine prochaine. Ciao.